Donc, on va passer au séminaire donc, de Pierre Courtiol de cette start-up Owkin. Je voudrais juste dire avant aussi rajouter quelques mots, parce que pour moi, Owkin, c'est vraiment une belle histoire. C'est-à-dire, elle a été cofondée par Gilles Weinrib, qui était un mathématicien qui travaillait dans mon équipe à l'école normale, et un médecin. Et c'est vraiment la rencontre des deux où Gilles voulait vraiment faire quelque chose qui aurait un impact sociétal et notamment pour le médical fort. Et donc, ils ont décidé de travailler ensemble. Ce qui est intéressant dans le modèle d'Owkin, c'est que normalement, en tout cas jusqu'à relativement récemment, une start-up, c'était une bonne idée, une technologie, le développement d'un produit. Et puis, ce qu'on a vu, et notamment à travers Owkin, et c'est un modèle auquel je ne croyais pas trop, mais qui marche extraordinairement bien, et évidemment, il y a un autre modèle comme ça qui a très bien marché, c'est DeepMind, c'est l'apparition de start-up dont l'une des vocations, c'est de faire de la recherche. Et la technologie qui a été développée par Owkin, ça a été vraiment développé à l'intérieur de la start-up. Donc Owkin, maintenant, il y a une centaine de personnes, une quarantaine de chercheurs, dont un bon nombre de mathématiciens, mais aussi des experts dans d'autres domaines de calcul parallèle, informatique, etc. Et c'est une société qui publie, y compris chez Nature, donc il n'y a pas besoin d'avoir une société avec 700 chercheurs comme DeepMind, eux ils sont 40, et c'est ce que va ici vous raconter Pierre Courtiol, mais c'est juste pour insister à la fois sur le fait que c'est possible de faire de la recherche académique, et je vous encourage de ce point de vue-là, potentiellement pour ceux qui sont intéressés à faire des doctorats, et d'aller ensuite continuer à faire de la recherche en mode industriel, et éventuellement aller directement dans des startups et faire de la recherche à haut niveau, et c'est ce dont Pierre va nous parler aujourd'hui. Merci. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors, effectivement, donc normalement, c'était Gilles Weinrib qui devait venir et qui a eu un contretemps que je remplace. Donc, moi, je m'appelle Pierre Courtiol, donc je suis Chief Data Scientist à Owkin. Alors, effectivement, donc Owkin, c'est une start-up qui a été fondée donc, en juin 2016. Il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, pour vous donner un peu une overview de la structure, donc on a un département de recherche avec une quarantaine de personnes. Alors, à l'intérieur de ce département de recherche, il y a plusieurs équipes qui sont réparties principalement par modalité de data. Donc, une équipe qui va s'occuper, j'ai l'impression d'avoir un écho, je ne sais pas si c'est normal. Donc, avec plusieurs modalités de data, donc par exemple, tout ce qui est medical imaging, donc on a CT scan, IRM, etc. Des données qui sont des données moléculaires, donc des données génomiques, des données transcriptomiques, des données protéomiques, des données également des données cliniques, une équipe qui s'occupe de l'optimisation justement des essais cliniques, et une équipe également d'histologie. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un peu trois grandes études qu'on a menées au sein de cette équipe et qui ont donné lieu à des publications. Et donc, c'est faire un peu une overview de ces différentes publications, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'on a pu trouver justement grâce au machine learning appliqué au domaine médical. Alors, tout le monde n'est pas forcément familier avec ce que c'est que l'histologie. Je pense que c'est important d'avoir une petite slide rapide pour rappeler un peu ce que c'est. Je pense que tout le monde, par exemple, connaît la radiologie, mais l'histologie, c'est un peu plus caché, je dirais. Donc, l'histologie, c'est la branche de la biologie qui étudie les tissus. Alors, pour vous donner, pour ancrer ça un peu dans le, je dirais, pour que ça soit moins abstrait, je vais vous donner un workflow, en fait, qui arrive couramment. Donc, bon, je ne me le souhaite pas, mais imaginons que demain, j'ai une douleur au niveau de la cage thoracique. Donc, je vais commencer par aller voir mon médecin traitant pour lui dire que, justement, j'ai cette douleur. Et le médecin traitant va potentiellement m'orienter vers un département de radiologie pour faire des examens complémentaires. Donc, suite à ça, je vais faire, par exemple, un examen, donc un CT scan. Et puis, le radiologiste va analyser l'output, enfin le résultat de ce CT scan et va voir que, par exemple, dans ma cage thoracique, j'ai une tache, on va dire, qui est potentiellement un nodule et qui est potentiellement une tumeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, pour en être sûr,
il va y avoir un prélèvement qui va être fait. Donc ce prélèvement, ça va être sous forme d'une biopsie généralement, et donc c'est une sorte de petite aiguille qui est, je dirais, plantée à l'intérieur de ce nodule, de cette tache, et on va récupérer un bout de tissu, un bout de chair en fait. Une fois qu'on aura cette biopsie, on va couper un peu ce tissu en tranches pour en faire une petite slice qu'on va poser sur une lame et qui ensuite va être observée au microscope par ce qu'on appelle donc un pathologiste. Autant les radiologistes, tout le monde connaît, donc les pathologistes, c'est ces experts qui vont analyser justement ces lames de tissu au microscope. Après cette analyse, eh bien justement, le pathologiste va être en capacité de donner un diagnostic qui va faire foi et qui va ensuite réorienter le patient vers le meilleur traitement. Donc c'est ce qu'on voit un peu à gauche, où effectivement les pathologistes observent ces coupes de tissu au microscope. Donc il faut savoir que les niveaux de grossissement, pour vous donner, c'est important pour la suite, pour vous donner une idée de la taille des données, donc généralement ça tourne autour d'un grossissement de x400. x400, ça correspond à peu près 0,25 microns par pixel sur une image. Et donc on se retrouve après justement à avoir scanné ces lames, parce qu'il y a une observation certes au microscope, mais il y a aussi la possibilité de scanner ces lames, avec des images qui sont de très très grandes dimensions. Donc au moins, il y a des images qui vont jusqu'à 200 000 pixels par 100 000 pixels. Donc en 0,25 microns, pour vous donner une idée, ça veut dire qu'une image de 4000 pixels par 4000 pixels représente 1 mm. Donc c'est un peu ce qu'on voit ici. Donc à savoir que cette image-là, alors malheureusement mon GIF là il n'est pas animé en PDF, mais on peut zoomer énormément dans cette lame pour avoir encore un niveau de définition suffisant pour aller, je dirais, jusqu'à la cellule. Donc au zoom maximal, on est en capacité de voir les cellules. Donc voilà, et donc ces données-là, qu'on appelle les données d'histologie, donc les lames, en fait, les coupes de tissu, que je risque aussi d'appeler slide dans la suite de la présentation, eh bien, c'est ce qu'on va analyser en entrée de nos algorithmes. C'est ce qu'on va utiliser en entrée de nos algorithmes. Donc voilà un peu ce qu'est cette modalité d'imagerie qu'est l'histologie. Donc, je vais vous présenter un peu 3 études qu'on a pu faire, qui ont donné lieu à des publications. Donc, la première a donné lieu à une publication justement dans Nature Medicine. Donc, c'est concentré, je dirais, sur une maladie qui s'appelle le mésothéliome. On rentrera un peu plus dans les détails tout à l'heure. La deuxième, c'est une publication qui est toute récente, puisqu'elle a été acceptée dans le journal Hepatology le 28 février, donc il y a quelques jours de ça, où aussi il s'agit de faire une tâche de prédiction du pronostic, donc de la survie, du time to event, en gros le temps de survie des patients qui sont atteints de ce genre de pathologie. Et pour la troisième étude, donc c'est une étude qui est en cours, je dirais, donc là on est au stade des reviews, et donc le but c'est de pouvoir vraiment faire le lien entre l'histologie, donc ces images qu'on a vues là, et un phénotype moléculaire, à savoir les expressions des gènes. Donc réussir directement à partir de l'image à faire une prédiction de l'expression des gènes sans avoir forcément à passer par des techniques aussi plus longues et plus coûteuses de sequencing. Donc voilà. Alors commençons par la première étude. Alors donc du coup pour le mésothéliome. Alors le mésothéliome, donc il faut savoir que c'est une maladie qui atteint, je dirais, la plèvre. Donc c'est un peu comment on pourrait appeler ça, le revêtement du poumon. Et c'est une maladie très agressive et qui est aujourd'hui, c'est un fait, qui est lié à l'amiante. Il y a énormément d'ouvriers effectivement qui sont atteints de cette et qui travaillaient dans le bâtiment et qui sont atteints de cette pathologie-là. Alors aujourd'hui, donc quand un pathologiste, je dirais, essaye de faire un diagnostic et de savoir de quel sous-type de mésothéliome il s'agit, il a un peu des guidelines et il découpe un peu, je le dis rapidement, donc en trois classes histologiques. Donc en fonction de ce qu'il voit, tout simplement, les patterns qu'il voit sur la lame, sur la slide, il va dire, tiens, à mon avis, ce patient-là, ça va être un patient qui va avoir un EMM, donc un mésothéliome épithélioïde. Ou alors, inversement, il peut très bien, en fonction des patterns, se dire, tiens, c'est plutôt là, en fonction de la forme des cellules, etc., c'est plutôt sarcomatoïde, ou alors un cas intermédiaire où c'est plutôt biphasique. Une fois qu'il a fait cette classification, en fait, il va essayer de corréler chacun de ces groupes à la survie. Et donc, en moyenne, par exemple, on sait que dans le groupe des sarcomatoïdes, les patients ont une moyenne de survie d'environ 4-5 mois, par exemple.
Alors que dans le groupe des épithélioïdes, eh bien, ça va jusqu'à 13-14 mois, et le groupe des biphasiques étant un groupe intermédiaire, eh bien, on est vers 7-8 mois. Donc il faut savoir que c'est quand même une maladie qui est complexe, et le but, c'est un peu d'aller au-delà, je dirais, de ces différents sous-types histologiques qui sont utilisés par les pathologistes aujourd'hui. Autrement dit, c'est est-ce qu'on peut, grâce à un modèle de machine learning, essayer de prédire justement la survie des patients, donc le pronostic des patients, d'une manière plus précise, je dirais, que ce qui est fait aujourd'hui en utilisant les 3 classes qu'on a pu voir. Donc on a développé un modèle que je vais revenir un peu, je pense, dans la slide d'après, donc un modèle qu'on a appelé Maisonnette, pour justement voir à quel point on arrivait à faire cette prédiction avec un modèle de machine learning et de comparer ça avec les différentes classes et les différentes classes effectivement utilisées aujourd'hui par les pathologistes. Alors, ce qui est très important, et donc on en parlait tout à l'heure, le but aussi, certes, le but c'est d'avoir un modèle qui soit le plus performant possible, je dirais évidemment, c'est un prérequis, mais c'est aussi d'essayer d'extraire ensuite des connaissances de ce modèle et d'essayer de comprendre, mais pourquoi le modèle a dit que ce patient-là était plutôt dans le groupe de la faible survie ou plutôt dans le groupe de la forte survie. Donc c'est vraiment extraire aussi des connaissances de ces modèles pour ensuite faire avancer la recherche. Peut-être que le modèle a trouvé un nouveau pattern auquel les pathologistes ne faisaient pas du tout attention et qui visiblement s'avère être corrélé au pronostic du patient. Donc il y a effectivement une notion de performance, mais pas uniquement, il y a aussi une notion d'interprétabilité de ces modèles. Au niveau des données, donc du coup, ça a été un de nos premiers projets avec un partenaire historique pour Rockin, qui est le centre Léon Bérard à Lyon, spécialisé dans l'oncologie. Et donc, on a utilisé donc, une base de données de 3000 patients. Et pour chacun de ces patients, on avait à la fois évidemment la lame d'histologie, mais aussi des informations sur la survie du patient, étant donné qu'il y avait un follow-up assez régulier de tous les patients dans la base. On a découpé, je pense que ça vous connaissez tous, effectivement, ce dataset en une partie réservée à l'entraînement et une partie réservée au test. Et puis à l'intérieur de ce training set, on a entraîné des modèles grâce à de la cross-validation pour ensuite les évaluer sur notre test. Ce qui est très important, c'est aussi d'avoir encore un set externe de validation. Parce que là, quelque part, on avait 3000 patients qui étaient issus de la même base de données, donc qui ont été scannés quelque part avec le même scanner. Quand vous voyez ces lames que je vous ai montrées tout à l'heure, qui ont un teint un peu violacé, rosacé, il y a une coloration qui est faite. Donc toutes ces lames avaient la procédure de coloration en vigueur, je dirais, au CLB. Et donc, du coup, d'avoir un test externe, donc là, qui provient de TCGA, qui est un ensemble de données avec plus de 10 000 patients, où il y a à la fois les lames d'histologie, mais aussi toutes les données génomiques de ces patients, parce qu'ils ont été séquencés. Et donc, d'utiliser ces données-là vraiment comme validation, sachant que là, pour le coup, potentiellement, les scanners utilisés étaient différents. Les techniques de coloration étaient aussi légèrement différentes, et ça nous permet, le fait d'avoir un set de validation, de aussi tester la robustesse du modèle pour passer d'un dataset, je dirais, à un autre. Voilà. Alors, au niveau des méthodes, donc du coup, ce qu'on a développé chez Rockin, c'est déjà un modèle qui va répondre à plusieurs problématiques. Donc, pouvoir travailler sur des images de très grande dimension. Savoir que tous les modèles, la plupart des modèles actuellement, travaillent en fait sur des images de dimension de, je ne sais pas, 300 pixels par 300 pixels, tous les CNN assez classiques. Ça, c'est le premier, je dirais, évidemment, prérequis qu'il nous fallait nécessairement. Et il y a un deuxième point qui était aussi de se dire, mais on voudrait vraiment un modèle qui soit interprétable. Donc à la fin, réussir à dire, tiens, quelles sont au moins les différentes zones de l'image qui ont le plus influé dans la prédiction du modèle.
Donc là, ici, c'est un peu le workflow. Donc on prend l'image, en fait, on va commencer par préprocesser cette image en découpant toute l'image par petits morceaux. Donc on va appeler des tuiles, en fait. Donc c'est ce qu'on peut voir sur le quadrillage. Ensuite, pour chacune de ces tuiles, on va extraire des features de ces tuiles. Donc comment on extrait des features de ces tuiles? En utilisant, alors maintenant nos techniques ont un peu évolué, mais en tout cas à l'époque, enfin, au temps de ce papier, c'était ça, en utilisant des réseaux préentraînés. Comme vous le savez, il y a effectivement des grosses bases de données, par exemple comme ImageNet, et il y a énormément d'architectures de réseaux différentes qui ont été entraînées sur ces bases de données. Et donc l'idée, c'est de réutiliser ces réseaux, donc pré-entraînés, pour extraire des features sur toutes ces tuiles. L'intérêt ici, pourquoi utiliser un réseau pré-entraîné et pourquoi pas, par exemple, se dire, bah, tiens, moi je vais réentraîner mon réseau from scratch. Il faut savoir que aussi c'est un des problèmes quand on travaille sur les données médicales, c'est-à-dire qu'on a souvent très peu de patients. On est toujours très très loin du million d'images. Quand on a 3000 patients, donc là c'est un peu ce que je vous ai présenté pour ce projet-là, c'est relativement rare. Il y a énormément de projets avec 100, 200 patients et parfois même moins. Donc c'est effectivement très difficile de réentraîner des réseaux from scratch. Donc du coup, on extrait des features de ces tuiles avec ces réseaux préentraînés. On va passer par une étape d'auto-encoding, c'est juste pour un peu réduire la dimensionnalité de l'information, à savoir que ça ne permet pas forcément là de gagner en performance, mais c'est juste que quand vous voyez qu'il y a 3000 patients fois 10 000 tuiles donc par slide, une slide correspond à un patient, donc vous faites 3000 fois 10 000, vous vous apercevez que très très rapidement, pour tout garder en mémoire lorsqu'on extrait, donc, par exemple nous on utilise un réseau qui s'appelle le ResNet, on extrait 2048 features, du coup il y a des problèmes de mémoire qui se posent, etc. Donc on utilise un auto-encodeur pour justement un peu, compresser la donnée. Donc ça, c'est cette étape-là. Donc ensuite, une fois à cette étape-là, on se retrouve avec, par exemple, 3000 patients. Et pour chacun des patients, on a 10 000 tuiles, donc 10 000 images. Et pour chacune de ces images, on aura 512 features. Donc les 2048 features qui ont d'abord été extraites avec le réseau préentraîné. Puis ensuite, après passage dans l'encodeur, on récupère 512 features. Après, il va y avoir une étape, je dirais, de scoring de chacune des tuiles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du réseau, on va, à partir de ces, donc pour chaque tuile et de ces 512 features, faire correspondre, associer un scalaire qui correspondra à la prédictivité de chacune de ces, un score en gros, associé à chacune de ces tuiles pour justement faire la prédiction finale. Ensuite, il va y avoir une sélection de ces tuiles. On va prendre uniquement les tuiles qui auront les plus hauts scores et les plus bas scores, et qui sont normalement les plus prédictives. Et il y a une dernière étape avec un MLP derrière, donc un multilayer perceptron à 2 couches, bref, peu importe l'architecture. La petite nuance aussi ici, c'est qu'ici, on est dans un problème de prédiction de la survie. Donc, j'imagine que vous avez surtout travaillé avec des problèmes de classification, de régression, donc des métriques relativement connues, RMSE, log-loss, etc. Là, comme on est dans le cas de la prédiction de la survie, ça change un peu. Pourquoi ça change? Vous allez me dire, prédire la survie, après tout, c'est comme une régression presque. Je prédis si mon patient va vivre 6 mois, 12 mois. Certes, sauf qu'il y a une petite nuance, c'est qu'il y a certains patients qui vont être censurés. Censurés, c'est-à-dire que ce patient-là, on va le voir, on va faire un follow-up avec lui, on va le voir au bout de 4 mois, et puis après, on n'a plus de nouvelles. Donc, on a l'information, on sait qu'il a survécu 4 mois, au moins, et puis après, comme on a perdu l'information, potentiellement, il peut encore être en vie, comme il a pu décéder 1 mois plus tard. Donc il va falloir travailler avec cette notion de censure, et c'est justement tout le sujet, je dirais, des modèles de survie et des modèles de Cox. De pouvoir justement travailler avec des données et des patients qui sont censurés. Donc on a un peu adapté les différentes losses, en fait. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais voilà, pour vous dire que du coup, on n'optimise pas sur une fonction objective classique, mais qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Voilà. Donc du coup, au niveau des résultats, il faut que je regarde l'heure vite fait.
Alors, au niveau des résultats, c'est un peu ce qu'on peut voir ici. Donc, au niveau de l'histo, ce qu'on appelle histo, ici, c'est justement en utilisant le diagnostic des pathologistes, à savoir ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils peuvent le classer en 3 groupes, épithélioïdes, biphasiques, sarcomatoïdes, et on sait qu'il y a des groupes qui sont plus corrélés à de la faible survie ou de la forte survie. Histograde, c'est pareil, c'est en utilisant donc, les 3 catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure, sauf qu'en plus les pathologistes font un peu encore une classification plus fine, où dans chacun de ces types, eh bien, ils viennent indiquer un grade. Donc on peut très bien être épithélioïde de grade 1, de grade 2, de grade 3, sarcomatoïde de grade 1, de grade 2, de grade 3, et donc pour encore apporter un peu plus d'informations. Au niveau de Maisonnette, c'est le modèle que j'ai présenté un peu juste à la slide d'avant, et MinPool, c'est un modèle plus simple. Voilà, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire que je l'explique ici. Donc, ce qu'on peut voir, quand on dit train et les résultats sur le train, bien sûr, ce n'est pas j'apprends sur le train et je prédis sur le train, hein, c'est en cross-validation. Ici, train, c'est cross-validation. Et donc, du coup, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que le modèle Maisonnette, en fait, fonctionne bien mieux que lorsqu'on utilise le diagnostic fait par les pathologistes. Donc, en sachant qu'on est à 0,57, à 0,60 quand on inclut l'histograde, et avec le modèle Maisonnette, 0,65. Alors, en ordonnée, ici, c'est le C-index. Le C-index, c'est un peu comme l'AUC, sauf que c'est une question de ranking, en fait. Hein, le but, j'ai une AUC de 1 quand j'ai bien ranké tous mes patients. Sauf que là, ça inclut aussi la censure. Voilà, mais c'est une métrique qui est un peu, c'est dans la même idée. Donc ça, voilà, c'est pour le train. Ensuite, bien sûr, on a repris ce modèle entraîné sur le train et puis on l'a appliqué sur notre set de tests. Donc du coup, composé de 681 slides. Et on peut voir qu'on observe grosso modo les mêmes résultats. En tout cas, l'ordre ne change pas, les écarts ne changent pas grand-chose. Donc déjà, on est quand même, je dirais, un peu soulagé. Et puis, d'où l'importance aussi, c'est d'utiliser aussi un set de validation, donc comme je le disais sur TCGA, qui est totalement externe, avec des slides. Quand on regarde les slides de notre dataset là, du CLB, une slide de TCGA, on voit que les couleurs ne sont pas vraiment les mêmes, etc. Et pourtant, on voit que ça transfère plutôt bien vers un dataset de validation externe. On retrouve un score histo qui est inférieur au modèle Maisonnette. Alors, ce qui est assez rigolo, mais du coup, je ne peux pas rentrer, mais du coup, le modèle MinPool, qui est un modèle plus simple, je dirais, alors qu'il donnait des bons résultats sur le train et le test, donc en cross-validation et sur le test, eh bien, s'effondre complètement sur le set de validation externe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans toutes les études, et qui, d'ailleurs, si on ne le fait pas, eh bien, nous est rappelé par les différents reviewers qui reviewent nos études. Très important d'avoir au moins un set de validation externe. Alors, donc ici, c'est peut-être des courbes avec lesquelles vous n'êtes pas très familier. Donc, c'est des courbes de survie. Donc, quand on fait la prédiction du pronostic et donc de la survie, eh bien, on travaille avec des courbes de survie. Donc, pour un peu, vous donner une idée de ce que ça représente. Donc, du coup, on a effectivement le risque et la fraction de patients qui sont encore en vie. Donc forcément, à T0, eh ben, tout le monde est encore là, je dirais. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh bien, effectivement, il y a des décès qui se produisent ou des patients qui sont censurés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les prédictions ici faites sur le test. Donc en sortie du modèle, c'est un modèle de survie et donc on a un score de risque en fait. Et puis on les a rankés, on a découpé ça en 3 tiers. On a pris le premier tiers avec le risque le plus faible, prédit par le modèle, le risque le plus fort, je dirais, et le tiers intermédiaire. Et quand on plotte ici ces 3 courbes de survie, Et quand on plotte ces 3 courbes de survie, donc là, selon les prédictions du modèle, et ensuite on a fait 3 groupes, et bien on s'aperçoit que les courbes de survie se détachent plutôt bien.
Donc à savoir que vraiment, ce que le modèle a pris pour de la faible survie, quand on regarde, et qu'on regarde avec effectivement les vraies données, où on sait quand les patients sont vraiment morts, mais on s'aperçoit qu'effectivement, c'est le groupe où il y a le plus de décès le plus rapidement. Inversement, pour le groupe de high survival et le groupe intermédiaire qui est au milieu. Donc là, ça prouve que notre modèle a été capable, je dirais, de stratifier un peu ma population en 3 groupes, de faible survie, de haute survie et un groupe moyen. Quand on fait, par exemple, si notre modèle avait juste sorti des prédictions random, et ben, du coup, on se serait retrouvé avec les 3 courbes qui seraient presque les mêmes, quoi, et qui seraient superposées. Quand on fait le même test au niveau non plus de toute la population, mais juste sur un groupe en particulier qui est le groupe des épithélioïdes, et qui est le groupe, je ne l'ai pas précisé au début, mais il y a 80% d'épithélioïdes. Donc c'est-à-dire le plus gros groupe, et quelque part, les pathologistes ne savent pas très bien quoi faire de ce groupe de 80 patients. Et bien on s'aperçoit que de la même manière, en utilisant uniquement ce sous-groupe-là, on arrive encore à restratifier la population. Ce qui veut dire que le modèle a été en capacité de trouver, je dirais, quelque chose à l'intérieur de ce groupe qui, pour les pathologistes, est monolithique, je dirais, quelque chose de plus fin, qui lui a permis, quand on plotte cette courbe, de restratifier encore en 3 groupes. Même chose en bas, donc là on va encore plus finement, mais du coup plus on va finement et moins on a de patients, donc plus c'est dur d'avoir des p-values significatives aussi. Parce que là, on est à 10-8, et là, bon, vous voyez, on est un peu plus haut ici. Bon, bref, c'est toujours significatif au sens de la p-value à 0,05. Après, c'est des débats, ça aussi. Mais... Et donc, quand on rezoome un peu à l'intérieur de ces grades, eh bien, de la même manière, si je prends le groupe d'épithélioïdes de grade 1, eh bien, on arrive encore à stratifier cette population. Si, par exemple, le modèle n'avait pu retrouver que le sous-type, donc épithélioïde, etc., et le grade, et procéderait exactement de la même manière sur les mêmes features que le pathologiste, bah ici, on n'aurait pas pu les séparer. Alors, donc ici aussi, je pense que c'est quelque chose qui a été très intéressant dans notre étude, c'est que donc, si demain je demande à un pathologiste, mais donnez-moi les cas de patients qui pour vous survivront le moins, et bien, ce que va faire le pathologiste, c'est qu'il va prendre tous les cas sarcomatoïdes et puis il va me les donner. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le groupe de faible pronostic, donc cette courbe-là, en fait, si on prend tous ces patients-là, et qu'on regarde les différents sous-types histologiques diagnostiqués par le pathologiste, et ben, on s'aperçoit qu'on n'a pas que du sarcomatoïde. On a aussi de l'épithélioïde et on a aussi du biphasique. Ce qui veut dire que le modèle ne se base pas uniquement sur le sarcomatoïde pour dire que ce patient est dans le groupe de faible survie. Mais il arrive quand même à trouver des patterns de faible survie, qui pour lui, effectivement, influent sur la faible survie, à l'intérieur du groupe des épithélioïdes et à l'intérieur du groupe des biphasiques. Donc potentiellement un autre pattern qui est un peu transverse, donc qui est un pattern de faible pronostic et qui est un peu transverse à tous ces sous-types histologiques. Même chose ici pour les patients à faible risque, donc à bonne survie. Donc normalement, le pathologiste nous donnerait que le sous-groupe des épithélioïdes de grade 1, qui pour lui sont effectivement ceux qui sont de meilleures chances de survie, je dirais. Mais on s'aperçoit que le modèle, dans son groupe, alors certes, le modèle donne également que des épithélioïdes. Donc là, on est d'accord avec le pathologiste, mais au niveau des grades, ce n'est pas uniquement du grade 1. Alors, donc une fois qu'on en est là, c'est bien tout ça, mais on a envie d'essayer comme je parlais, visiblement, d'un pattern qui serait transverse à tous ces sous-types histologiques. Certes, mais on aimerait bien aller un peu plus loin et se dire, mais quel est donc ce pattern et quel sens biologique, je dirais, lui donner. Donc c'est pour ça qu'on a un peu, au niveau de l'interprétabilité, comme je le disais tout à l'heure, il y a une partie de notre modèle qui associe à chaque tuile, donc à chaque morceau d'image, qui sont un morceau de slide, qui associe un score. Et donc, on peut venir, en fait, ranker tous ces scores et puis prendre les scores, les plus hauts scores qui seront corrélés à la bonne survie, je dirais, et les scores les plus faibles qui seront corrélés à la faible survie. Donc en fait, ce qu'on voit là, cette distribution, c'est la distribution des scores sur tout le dataset.
Donc il y a plein de tuiles, qui sont associées au milieu de la distribution, que le modèle ne prend pas forcément en compte. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est du coup les tuiles et les scores. Donc les scores et donc les tuiles associées à ces scores qui sont en queue de distribution et qui là sont vraiment pris en compte par le modèle pour faire sa prédiction. Donc c'est de se dire, mais zut, à quoi ressemblent les tuiles qui sont ici et ici? Donc comme on le voit, au niveau de la distribution, elle est shiftée aussi en fonction, et c'est normal, de si c'est de la faible survie ou si c'est un patient qui a peu survécu ou qui a bien survécu. Et donc à partir de là, on peut extraire toutes les tuiles, justement, qui ont vraiment influé dans la décision du modèle grâce, je dirais, au design de l'architecture précédente. Donc voilà à quoi ressemblent ces tuiles. Alors, une fois qu'on arrive là, c'est bien, mais nous, on est plutôt dans le département de recherche, alors même si on a effectivement des experts, on va avoir un pathologiste, un radiologiste, aussi une biologiste, etc. Mais en tout cas, la plupart d'entre nous, quand on voit ça, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Voire pas du tout. Même si, Et donc, du coup, il y a un peu une interaction à cette étape-là de l'étude avec les pathologistes. Le but, c'est de leur montrer un peu toutes ces tuiles, donc ces morceaux d'image, en disant, voilà, nous, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que le modèle, lui, il a jugé que ces patterns-là et que ces tuiles-là, c'était quelque chose qui lui permettait d'orienter la prédiction finale du modèle vers la faible survie. Même chose ici pour pour les high survival. Et donc, c'est des interactions. Donc, on avait, pour le besoin de l'étude, on avait 3 pathologistes, donc, du coup, qui sont spécialisés dans cette maladie qui est le mésothéliome, une en France, un aux US et un au UK, pour justement essayer de leur montrer, donc de faire un peu de poursuivre l'étude avec eux. On leur montrait des tuiles et puis ils venaient les annoter. Ils me disaient, moi je trouve qu'il y a plus de fibrose dans ces patterns-là, il y a plein de caractéristiques, je dirais, histologiques, pour essayer à la fin de vraiment ressortir quelque chose de tangible et donner, je dirais, un sens biologique à ces tuiles. Pas juste dire, voilà les tuiles, mais peut-être que derrière ces tuiles, ce qui se cache, c'est, oui, mais dans les tuiles de faible survie, il y a beaucoup d'inflammation, alors que ce n'est pas le cas dans les tuiles de haute survie. Voilà. Alors, si je reprends ces cas-là, je pense qu'il y a un cas qui est intéressant. Donc, si je reprends ce plot, donc, du coup, on peut voir qu'effectivement, dans le groupe de faibles pronostics, on a un peu tous les patterns. Et donc, on se demande un peu pourquoi. Donc, par exemple, on a un peu creusé. Ça, c'est un patient qui a survécu 5 mois. Alors, je dis peut-être ça, effectivement, de manière un peu froide, etc. Je me rends pas forcément compte. Donc, du coup, qui a survécu 5 mois et qui, normalement, a été diagnostiqué par les pathologistes comme un cas d'épithélioïde, donc qui normalement aurait dû bien survivre. Or, le modèle, lui, sa prédiction, elle est de 5 mois. Pourquoi? Et donc, on a regardé un peu justement, pour ce patient-là en particulier, quelles étaient les zones de l'image sur lesquelles le modèle avait porté son attention, qui sont ici, et on les a fait reviewer par justement des pathologistes. Et en fait, les pathologistes nous ont dit, ça, en fait, ce qu'on voit là, c'est des zones sarcomatoïdes. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que le diagnostic était un diagnostic de sous-type épithélioïde, donc normalement bon pronostic. Le modèle, lui, a fait une prédiction de faible pronostic, et quand on regarde les tuiles et qu'on les fait annoter par des pathologistes, c'est bien du sarcomatoïde. La conclusion ici, c'est qu'il y avait potentiellement une zone de l'image, aussi petite soit-elle, qui était sarcomatoïde, et qui est passée, je dirais, inaperçue au moment du diagnostic du pathologiste, et le modèle a réussi à, je dirais, mettre la main dessus. Ça, c'est une première explication possible. Après, il y a d'autres cas comme celui-là. La prédiction de la survie, elle est de 2 mois. Même chose selon le même procédé. On a demandé à des pathologistes de regarder les zones d'intérêt qui avaient été trouvées par le modèle. Par contre, là, les pathologistes nous ont dit non, c'est bien des tuiles avec un pattern épithélioïde. Donc ça veut dire que le modèle a réussi, à l'intérieur de ces tuiles-là, à trouver quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi, encore maintenant, qui lui permettait d'aller plus loin que les pathologistes et ne pas, entre guillemets, seulement dire tiens, c'est de l'épithélioïde, mais à trouver quelque chose pour dire non, ça, c'est du faible pronostic.
Donc voilà, donc ça c'est un peu la démarche dont je parlais tout à l'heure. On a montré effectivement, on a fait une sorte de protocole, envoyé des tuiles aux pathologistes, etc., pour qu'ils nous fassent des annotations. Donc on s'était mis d'accord avec eux, par exemple, est-ce qu'il y a de la vacuolisation, du collagène entre 1 et 3, etc., et pour ensuite refaire des études statistiques dessus. Donc, ce qu'on a pu trouver en fait en conclusion avec eux, c'est qu'en gros, il y avait un gros pattern de pléomorphisme. Donc, c'est que les cellules, en fait, dans les tuiles jugées comme étant par l'algorithme de faible pronostic, sont pléomorphes, prennent vraiment plein de formes différentes. Ça, c'est une première. Alors, je ne dirais pas que c'était une révélation non plus, dans le sens où il y avait déjà eu un peu des études qui commençaient à aller dans cette direction-là, mais c'était très important. Et ensuite, il y a eu aussi donc, plus de cellules atypiques, etc. Et une autre information, je suis étonné qu'elle ne soit pas ici, qui était de dire qu'au final, il y a aussi énormément de zones que l'algorithme a jugées comme étant très importantes dans la prédiction et qui en fait sont en dehors de la tumeur. Généralement, les pathologistes, ils se focalisent, je dirais, ils se concentrent en fait sur la zone tumorale. Et il faut savoir qu'il y a certes la zone tumorale avec la tumeur, mais il y a aussi une zone un peu autour de cette tumeur qu'on appelle le stroma ou le micro-environnement, et qui, de plus en plus, justement, il y a eu de plus en plus d'études qui tendaient à montrer qu'il y avait aussi de l'information et du signal un peu dans cette zone-là. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que l'algorithme ne se focalisait pas, et toutes les tuiles d'intérêt remontées n'étaient pas uniquement dans la tumeur, mais aussi dans cette partie-là. Voilà en quelques slides le résumé de l'étude que vous pouvez forcément trouver sur Internet si vous voulez aller plus loin. Je pense que vous savez où trouver les études. Voilà, donc du coup, on a pu prouver que grâce à une méthode, je dirais, interprétable, on a pu aller plus loin que le modèle black box en remontant des zones d'intérêt, puis ensuite avec une interaction forte et faire une boucle d'interaction, des allers-retours avec les pathologistes pour essayer de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de ces zones d'intérêt et donner du sens biologique. Donc on a pu à partir de là générer des hypothèses. Donc effectivement, une des hypothèses c'est demain, le pattern justement pléomorphique devrait être pris en compte quelque part pour justement affiner cette prédiction due au pronostic. Donc après, on peut utiliser aussi ces techniques. Alors c'est le modèle Schauder dont je parlais tout à l'heure aussi dans les essais cliniques pour essayer de prédire, parce que là on prédit le pronostic, mais on peut imaginer si on change la loss à la fin, bon, ça demande quelques implications, mais on peut prédire la réponse au traitement, à savoir que j'ai des patients, j'ai donc des lames associées à ces patients, et puis j'ai un traitement assez novateur, comme aujourd'hui par exemple c'est des immunothérapies. Le problème avec ces immunothérapies, généralement, c'est que y a des patients qui répondent très bien, c'est presque miraculeux et c'est incroyable. Il y a aussi des patients qui répondent très mal à ces immunothérapies et dont le système immunitaire s'emballe. Donc le fait de pouvoir, grâce à un modèle, essayer de comprendre, même chose, de remonter aux zones de l'image qui permettent de comprendre, mais tiens, ce patient-là, en fait, il va plutôt bien répondre à l'immunothérapie. Celui-là, il va plutôt mal répondre à l'immunothérapie et son système immunitaire va s'emballer. C'est un des gros challenges aujourd'hui et auquel Hawking s'attelle, je dirais. Voilà, donc ça c'est la première étude, c'est la plus ancienne, qui date ça a été publié en... je ne sais plus, septembre 2019. Alors, je vais regarder vite fait l'heure. J'ai encore un peu de temps. Alors, du coup, ensuite, il y a une deuxième étude donc, qui va ressembler à la première. Donc, je vais passer un peu plus rapidement sur la méthode, la démarche, etc. Donc là, cette fois-ci, c'est sur le HCC. Donc le carcinome hépatocellulaire, donc ça fait partie de tout ce qui est hépatologie, donc des maladies et des pathologies du foie. Dans cette étude-là, donc du coup on avait, cette fois-ci c'était plus avec le centre Léon Bérard, mais c'était avec l'hôpital Henri Mondor, qui est un centre qui fait partie de la PHP. Donc on a utilisé les données de ce centre pour réaliser l'entraînement du modèle, comme tout à l'heure du CLB, et toujours une validation externe avec TCGA. Il y a des critères d'inclusion qui sont les mêmes, donc du coup c'est après une résection.
c'est-à-dire qu'il y avait des patients qui étaient malheureusement du coup, atteints du cancer du foie, qui avaient une tumeur, et donc on a fait une résection pour leur enlever, je dirais, cette tumeur, donc sectionner un peu une partie du foie. Et ensuite, donc là, ce n'est pas une biopsie, on a la même chose, coupé pour récupérer une slice et l'observer au microscope. Voilà. Alors ici, ce qu'il y a d'intéressant dans cette étude par rapport à la précédente et ce qu'on a ajouté, je dirais, en termes de un peu machine learning, c'est que dans la précédente étude, il n'y a aucune intervention des experts, je dirais, en input. En input du modèle, on donne juste les lames d'histologie. On demande au modèle de faire sa prédiction, de trouver les zones d'intérêt, etc. Et il se débrouille. Donc c'est un peu ce qu'on appelle un modèle agnostique. On ne lui donne aucune information complémentaire. Il peut vraiment regarder, je dirais, partout. Sauf que il faut quand même prendre en compte le fait que les pathologistes, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils travaillent sur justement ces pathologies. Ils ont aussi acquis une expertise. Et quelque part, cette expertise, ça serait bien de pouvoir quelque part la prendre en compte aussi. Alors après, il y a tout le temps un seuil, un curseur à trouver entre ces deux approches. Dans le sens où si on se base uniquement sur l'expertise actuelle des pathologistes, des experts en général, c'est plus difficile de faire une découverte. Quelque part, l'expert crée les différents labels, les différentes annotations, et le modèle ne fait que reproduire une expertise existante. Donc, pas forcément dans une optique de faire des découvertes de nouveaux biomarqueurs, ce n'est pas forcément une optique très intéressante. À l'inverse, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un modèle qui vient regarder dans l'intégralité de cette lame qui fait qu'il y a une image de 100 000 par 100 000, alors qu'on a peu de patients, c'est quand même dommage. Il y a aussi potentiellement des zones, on est persuadé qu'il n'y a pas de signal à l'intérieur. On voudrait pouvoir quand même mettre un peu dans le modèle un peu d'expertise pour lui dire « regarde pas dans toute cette lame, mais quand même, il y a certaines zones où on est vraiment sûr, il n'y a pas de signal à l'intérieur ». Donc cette approche, justement, elle permet, c'est son but, c'est pour ça que ça a été créé, de mélanger en fait un modèle agnostique, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est Schauder, et en fait qui est, donc par rapport au workflow, on extrait toujours les features ResNet, etc. Et il y a une branche en bas qui vient, hop, c'est le workflow de Schauder, associé à un score à chaque tuile, etc. Et puis il y a un deuxième workflow, où on cherche en fait à prédire une annotation. Donc là, c'est dans le cadre de ce projet, en fait, le pathologiste avec qui on travaillait disait, mais à mon avis, quand même, le signal pour prédire le pronostic du patient, c'est plutôt dans la tumeur. Donc du coup, il a annoté dans toutes les lames, donc il a entouré, bêtement, c'est une tâche délicate, toutes les zones tumorales. Et donc, en fait, il y a la branche du haut, ici, où on vient chercher à justement, prédire où se trouve cette zone tumorale. Et ensuite, on vient, par un mécanisme d'attention, extraire des features. Les features sont déjà extraites à la base, mais entre guillemets, sélectionner les features, principalement, donc celles qui sont issues de la zone tumorale. Et ensuite, on a un autre module qui vient combiner tout ça. Donc on a quelque part, dans la branche du bas, des features et des scores, je dirais, de différentes tuiles qui peuvent provenir de n'importe où dans la slide. Et aussi en haut, des scores de tuiles qui, elles, proviennent principalement de la zone tumorale. Et ensuite, le dernier bloc du réseau vient agréger tout ça. Peut-être dans certains cas, il va prendre uniquement les scores qui sont issus de la tumeur et du mécanisme d'attention, ou sinon, peut-être qu'il n'y a pas d'information à l'intérieur de la zone tumorale, et donc uniquement ces features-là seront prises en compte. Donc, je pense qu'il est important ici, en tout cas, de retenir, sans aller dans les détails de l'architecture, c'est vraiment de pouvoir mélanger l'expertise des pathologistes ici, ou des radiologistes, bref, des experts du domaine en général, avec une approche agnostique. Donc ici, un peu de la même manière que les box plots qu'il y avait tout à l'heure, du coup, on peut voir que... Donc ça, c'est les scores sur la validation. Donc on a Schauder, c'est le modèle que j'ai présenté tout à l'heure, totalement agnostique. Et puis en fait, on a Schmoder, pour les noms, on n'était pas très inspiré. Bref, et donc on a Schmoder qui, lui, est le modèle que j'ai présenté à la slide d'avant, qui vient à la fois prendre en compte les annotations
donc des experts et en plus une branche avec Schroeder, et on peut voir qu'effectivement, il y a une performance qui est significativement meilleure. Comme dans toutes les études également, on se compare aussi avec, donc tout à l'heure dans l'étude précédente, c'était se comparer avec l'histologie et l'histo plus grade, donc ce que les pathologistes aujourd'hui, je dirais, peuvent faire. Ben là, de la même manière, donc, on s'est un peu comparé avec différentes features. Donc là, HJCC Tumor Stage, c'est du grading qui est fait par les pathologistes, en fait, en fonction de certaines caractéristiques qui, selon eux, est corrélée, enfin même pas plus que selon eux, qui est corrélée à la sévérité de la tumeur, etc. Et donc, on s'aperçoit que, au final, le fait de rajouter donc, des modèles de machine learning sur les images, on fait mieux que potentiellement aujourd'hui des pathologistes qui récupèrent les caractéristiques qu'ils ont l'habitude de récupérer. Alors on fait mieux, c'est toujours pareil, on fait jamais, enfin là c'est quand même ultra significatif, hein, mais après on passe jamais, pour l'instant on n'a pas eu d'étude où par exemple on est à 0,65, donc là c'est 0,65 pour les pathologistes, et puis dans notre modèle on fait 0,9. C'est toujours un gain qui est de quelques points d'AUC, quelques points de C-index, du coup c'est toujours de la survie aussi ici. Et avec cette même idée de, en plus, se dire, tiens, c'est 4-5 points de C-index de plus, c'est très bien, mais maintenant, quels sont les patterns à l'intérieur des slides qui, justement, sont des patterns visiblement nouveaux et qui permettent cette amélioration. Donc là, j'ai pas mis de slide un peu qui récapitule ce qu'on a trouvé. Donc il y a différents patterns, effectivement, qui visiblement étaient très surprenants et corrélés à la faible survie, qui sont des patterns des patterns microtrabéculaires et de vascular space, etc. Donc c'est des patterns assez techniques. Et voilà, ça c'est donc un peu les résultats aussi, je dirais, de notre étude en termes de découverte de nouveaux biomarqueurs, d'avoir pu mettre l'accent sur ces patterns. Après, il faudrait, et c'est aussi ce qu'on est en train de faire, c'est refaire une autre étude de validation. Voilà. Je finirai sur donc, une troisième étude, donc, qui celle-là n'est pas encore publiée. Enfin, elle est publiée, elle est sur bioRxiv en fait, si vous voulez aller la voir, et du coup elle est en cours de soumission dans Nature, mais cette fois-ci Nature Communication. Et donc c'est un peu une étude qui va essayer de faire le lien entre l'histologie et tout ce qui est données génétiques et phénotypes moléculaires. Donc à partir toujours d'une wall slide image, d'une lame d'histologie, cette fois-ci on ne va plus prédire le pronostic, mais on va prédire l'expression des gènes. L'expression des gènes qu'on aura récupérée sur justement la base dont je parlais tout à l'heure, qui est une base de données publique et qui s'appelle TCGA, pour lequel il y a les données séquencées, donc là les expressions de gènes, qu'on appelle aussi le transcriptome, mais on peut aussi trouver carrément chacune des... enfin tout l'ADN et aussi le protéome, etc. Mais nous, là, on s'est vraiment focalisé sur l'expression des gènes. Donc en entrée, une image, et puis en sortie, c'est un cas de régression, je dirais, de régression multiple, où on va avoir 30 000 gènes avec différents niveaux d'expression. Voilà l'idée. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Alors, bon, c'est surtout peut-être cette figure-là qui est importante. Donc là, ce qu'on voit du coup en abscisse, c'est effectivement les types de cancers. Donc c'est les types de cancers, quand je parlais sur TCGA, qu'il y avait 11 000 patients. Sur ces 11 000 patients, on va avoir une proportion qui va être, donc lung, ça va être cancer du poumon, BRCA, cancer du sein, méso, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est le mésothéliome, mais voilà, plein de types de... GBM, c'est glioblastome, STAD, c'est l'estomac, bref, LGG, c'est aussi dans le cerveau. Et donc là, donc on a, à partir de tous ces types de cancers, entraîné vraiment un modèle qui permettait, à partir des lames d'histologie, de prédire tous les gènes. Et ça, c'est les résultats. Donc il faut savoir qu'en tout, par cancer, il y a à peu près 30 000 gènes. Donc on s'aperçoit que, par exemple, sur le lung, on a à peu près 16 000 gènes, donc la moitié, ce qui est pas mal, qui est prédit avec une p-value donc inférieure à 0,05, donc avec une p-value significative. Il y a des cancers pour lesquels, effectivement, il y a très très peu de gènes prédits avec une p-value significative. Alors ça dépend aussi de la taille de ces datasets, dans le sens où, en fait, il y a aussi beaucoup plus de patients dans BRCA et dans le TCGA lung
que ici dans le méso ou l'autre. Donc ça influe aussi sur les seuils de p-value. Voilà. Donc ce qu'on peut voir de cette étude, c'est que quand même il y a pas mal de cancers, hein, et je ne sais pas si ça peut vous paraître surprenant, mais en fait, vraiment, je pense que ça l'est. C'est-à-dire qu'à partir de l'image, qui est quelque chose qui est fait en routine, hein, vraiment déployé dans tous les hôpitaux, on peut réussir à prédire, pas parfaitement, hein, là il s'agit, c'est des seuils de significativité, donc c'est que la prédiction elle est effectivement significative, et en gros on fait mieux que le hasard, mais il y a vraiment plein de gènes qu'on peut prédire à partir de la lame d'histologie. Et donc, en routine, on peut la récupérer, faire une prédiction plus rapide. Les techniques de sequencing pour vraiment avoir les expressions de gènes, elles sont coûteuses, elles sont longues, tous les centres n'en ont pas à disposition, etc. Voilà. Et donc, quand on regarde un peu, on a été un peu plus loin. Donc là, c'est les gènes de manière indépendante. Après, il faut savoir que les gènes agissent un peu entre eux. Alors, ce n'est pas les gènes qui agissent entre eux, du coup, c'est les protéines donc, qui sont issues de ces gènes. Qui vont un peu agir entre eux pour former des voies de signalisation, ou des pathways. Et donc on a essayé de voir dans quels étaient, donc on a utilisé un outil, je ne me souviens plus du nom, on a rentré un peu tous les gènes qu'on arrivait à plutôt bien prédire avec un seuil acceptable. Et puis on a fait tourner ce programme et la machine nous a dit voilà un peu toutes les voies de signalisation que du coup on arrive, qui justement sont associés aux gènes que vous arrivez à bien prédire. Et donc, on en a pas mal. Alors, on en a pas mal qui rentrent dans l'immunité, dans tout ce qui est réparation de l'ADN, etc. Donc, le point essentiel, je me répète, c'est vraiment de dire, à partir de l'histologie, on arrive à prédire quand même bien plus de gènes, ou en tout cas d'expression de gènes, qu'on pouvait le penser à la base. Alors, cette slide-là, alors ça c'est aussi très très intéressant, je trouve. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, si on se remémore un peu le modèle Schauder, on sait qu'à chacune des tuiles est associé un score. Donc chacun des morceaux de l'image. Si à chacun des morceaux de l'image est associé un score, en fait, on peut produire une heatmap, donc une sorte de carte en superposition avec l'ensemble des scores. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné un modèle non plus à prédire l'expression de tous les gènes, mais vraiment on l'a focalisé sur les CD3, en fait, qui sont, on va dire, pour aller vite, des gènes qui sont associés aux lymphocytes et du coup à l'immunité. Donc uniquement sur un sous-ensemble. Là, il doit y avoir seulement 3 gènes, en fait, qu'on a combinés. Et donc, quand on plotte cette heatmap, voilà ce que ça donne. Donc la lame initiale est ici, et en faisant cette heatmap des scores, on voit qu'en fait, ici, c'est les zones qui, pour le modèle, sont vraiment prédictives des lymphocytes, pour résumer. Alors, cette information, elle est sympa, mais le problème, c'est que comment en être sûr? Comment savoir si, effectivement, les zones qui sont ici sont bien des zones qui sont enrichies en lymphocytes? Il y a une première possibilité, c'était de demander à un pathologiste de nous aider, de dire tiens, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Est-ce que vous trouvez que les zones activées sont vraiment des zones enrichies en lymphocytes? Nous, ce qu'on a préféré faire, c'est utiliser une immunohistochimie. Donc, c'est aussi un procédé assez classique. Et en fait, c'est un procédé qui permet de marquer différents types de cellules. Donc, ici, on a utilisé une immunohistochimie avec un marqueur, justement, de lymphocytes. Donc, ce qu'on voit un peu, donc voilà un peu le résultat. Chaque immunohistochimie, c'est à peu près pareil. Ça a cette teinte un peu bleutée. Et là, malheureusement, on ne le voit pas très bien. Mais il y a des zones un peu ici, un peu plus marron, je dirais, marron jaunâtre, qui sont justement le résultat de ce marquage. Donc, on sait, grâce à l'immunohistochimie, que toutes ces zones-là, elles sont effectivement enrichies en lymphocytes. Et donc, du coup, là, on a quelque part une Grünschuss, et on peut comparer, je dirais, ce résultat de la Grünschuss avec la heatmap du modèle pour voir si c'est trompé ou pas. Donc, c'est vraiment un procédé de validation. Et donc ça, c'est en prenant chaque tuile séparément. Donc là, on a pris par exemple, donc, au lieu d'avoir une heatmap comme ça, on a pris toutes les tuiles qui avaient un score maximum et minimum. Et voilà à peu près ce que ça donne. Donc ici, pour les scores maximum, en fait, donc là, c'est la valeur du S. On a regardé à côté l'IHC correspondante, et en fait, on voit qu'il y a plein de marqueurs, quoi. Il y a plein de points qui sont les lymphocytes, qui sont marqués et qui sont marrons.
À l'inverse, pour les scores les moins élevés et du coup qui sont, je dirais, les moins enrichis selon le modèle, en lymphocytes, eh ben, on voit qu'il y a beaucoup moins de points marrons. À savoir que selon le marquage, qui est la Grünschuss, il n'y a effectivement pas de lymphocytes. Et donc à partir de là, ben, on a calculé un peu une corrélation entre le nombre de lymphocytes détectés, donc qui est la Grünschuss détectée grâce à l'IHC, et aussi les scores du modèle, et on a vu que cette corrélation était significative. Alors, juste du coup, pour résumer un peu cette slide, parce que ça me paraît relativement important ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que ce qu'on a réussi à faire quelque part, c'est que grâce à juste la slide en HNI et juste prédire l'expression des gènes, en fait, on a réussi à respatialiser l'information. Et de pouvoir dire à la fin, ben voilà en fait où se trouvent les zones qui sont vraiment enrichies, donc là je parlais en lymphocytes, en CD3. Sans avoir besoin, quelque part, alors la Grünschuss, effectivement, ça sera plus précis, mais sans avoir besoin de passer par ce procédé qui est relativement long et complexe. Il faut redécouper une slice, il faut refaire un marqueur IHC, il faut attendre que le réactif fonctionne, il faut rescanner la lame, etc. Donc il y a vraiment, dans le papier, c'est un peu ce qu'on explique. Ce qui est assez fou, c'est cette capacité justement de respatialiser une information qui, à la base, n'est pas spatialisée du tout. J'ai ma lame, j'ai mon expression de gène globale sur la lame. Donc voilà, donc ça c'est un peu la deuxième partie du papier. Il y a une troisième partie qui est peut-être un peu plus difficile à expliquer. Donc du coup, dans cette troisième partie, on s'est mis dans un cas, donc il faut savoir qu'on a, là ici, on s'est focalisé donc, pour cette troisième partie sur un cancer bien particulier, qui est donc TCGA-COAD, et qui est le cancer du côlon. Cancer du côlon pour lequel on a 400 patients dans TCGA. Et en fait, on s'est mis dans un setup un peu particulier pour justement essayer d'utiliser une représentation transcriptomique. En fait, ce qui se passe, imaginons qu'en fait, au lieu d'avoir les 400 patients qui sont réunis dans un même endroit, donc c'est un cas qu'on a créé un peu artificiellement, on a 200 patients dans le centre A, et dans ce centre A, on a les lames et on a le transcriptome correspondant. Ensuite, on a le centre B, avec les 200 patients restants, et pour ce centre B, on a également les 200 lames, mais cette fois-ci, on a donc du coup un autre marqueur qui est le MSI. En gros, on essaye de prédire un phénotype moléculaire. Et du coup, ce qu'on s'est dit, quand on apprend juste sur ce deuxième centre, avec les lames, et qu'on arrive à prédire, donc c'est de la classification, ce phénotype moléculaire, on va avoir un score. Et maintenant, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si grâce aux données qui sont dans le premier hôpital, on commence par apprendre une représentation transcriptomique, donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on part des lames, on prédit le transcriptome, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et ensuite on récupère une représentation, donc, pour faire simple, qui est un peu une couche intermédiaire du réseau, et on vient réutiliser ce début de réseau dans notre deuxième centre, pour justement profiter, je dirais, de ce qu'on a pu acquérir comme information au sujet des lames dans le premier centre en prédisant le transcriptome. Et donc, c'est un peu ce qu'on peut voir en fait sur le graphe qui est en bas à gauche. Donc, en fonction du nombre de patients qui se trouvent, donc pourcentage of COAD dataset, donc pourcentage du nombre de patients qui se trouvent sur l'hôpital B, on a une performance qui est supérieure. En gros, si j'ai très peu de patients dans mon hôpital B, c'est là où j'ai les lames et par exemple mon phénotype et mon phénotype moléculaire, imaginons que j'ai que 50 lames, et bien si j'utilise le premier réseau qu'on a vu tout à l'heure où j'extrais des features du réseau préentraîné, etc., et ben je vais avoir une performance de 0,60, là ici on prend vraiment le point le plus à gauche, on va avoir une performance de 0,68. Si par contre j'utilise la représentation transcriptomique qui a été apprise sur l'autre hôpital, où j'avais les lames et le transcriptome, et qu'ensuite je réutilise cette représentation-là sur les 60 patients dont je parlais tout à l'heure, et bien du coup je vais avoir une performance de 0,8. Donc en fait, si j'ai dans les cas où j'ai peu de patients, ce qui arrive, comme je le disais tout à l'heure,
assez régulièrement, voire tout le temps, et ben, au lieu d'utiliser les features du réseau préentraîné de type ResNet, etc., et ben, il faut mieux réutiliser cette représentation transcriptomique. Voilà, c'est... Donc ça, c'est effectivement un des points importants de nos études, ce qui nous pousse maintenant, quand on a un nouveau cas et un nouveau use case avec peu de patients, eh ben, à ne plus extraire les features des réseaux préentraînés, où on le fait comme baseline, mais aussi à utiliser directement la représentation transcriptomique qu'on a pu apprendre sur d'autres datasets. L'idée, hein, c'est un peu une intuition, mais l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, dans les 2048 features, par exemple là du ResNet sur le réseau préentraîné, bah, c'est un réseau qui a été préentraîné sur ImageNet, sur des chats, des chiens, des arbres, des camions, des trucs, etc. Et donc il y a potentiellement à l'intérieur de ces features tout un tas de features qui ne sont pas relevantes du tout pour de l'histologie. Pourtant, elles sont quand même incluses dans le modèle, et du coup, ça accroît la dimensionnalité, il y a peu de patients, et ça peut l'idée vers de l'overfitting. Alors que grâce à la représentation transcriptomique, on a déjà fait un premier modèle où, à partir des lames, je viens prédire l'expression des gènes, et donc potentiellement que toutes ces features qui sont, je dis n'importe quoi, mais la feature 3 du ResNet préentraîné qui me décrit le coin du ciel, bah en fait là elle n'est plus utilisée du tout parce que pour justement prédire l'expression des gènes, et donc d'avoir une représentation un peu plus qui fit un peu mieux avec de l'histologie. Il y a plein de sujets aussi là-dessus, sur tout ce qui est representation learning, qui sont super intéressants et qu'on est aussi en train de creuser avec toujours cette même idée. Au lieu d'utiliser une représentation qui est issue un peu de, comme je disais, de chat, de chien, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des méthodes de self-supervised learning ou d'une supervised representation learning pour vraiment apprendre des représentations qui collent vraiment mieux avec l'histologie? Il y a eu plein de publications en fin d'année dernière qui, justement, ont permis de faire des avancées qu'on est en train d'explorer. Donc, pour conclure plutôt, donc du coup, on voit que en fait, le deep learning, on peut, grâce au deep learning, analyser des images de grande dimension, donc avec énormément de pixels et peu de patients, c'est possible. On a encore aujourd'hui pas mal de discussions avec des gens donc des médecins ou autres, ou même un peu experts, qui encore soutiennent que c'est impossible. Je pense que ces publications sont la preuve. Si, c'est possible. Donc ensuite, on peut, au niveau du weakly supervised, donc on peut aussi réussir à apprendre ce genre de méthode de manière agnostique, sans forcément avoir des annotations de la part des experts, etc. On a aussi une interprétabilité. Alors l'interprétabilité qui n'est pas parfaite, hein, je suis le premier à le reconnaître, mais qui permet ensuite, avec l'interaction avec les médecins, à, je dirais, réussir à quand même récupérer un peu de savoir et de générer des nouvelles hypothèses, ce qui est, je pense, déjà beaucoup. Et après, on l'a vu avec le deuxième sujet, qu'effectivement, une approche intéressante, c'est vraiment d'essayer de combiner à la fois une approche expert-driven, avec l'expertise et les annotations des différents médecins, et aussi vraiment une approche vraiment pure data-driven. Donc c'était l'exemple 2. Voilà, c'est tout.